Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis à 10h30, c'est le direct du libre journal des controverses. Je succède bien entendu au libre journal de géopolitique profonde de notre ami Nicolas Stocker. Il avait eu droit, la chance, à François Martin en invité principal. Excellentissime émission comme tous les samedis. Je l'en remercie et l'en félicite. Je salue Arnaud qui remplace Mimi Vlam Virginie à la réalisation. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, c'est une fois sur deux. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qui se passe? Une fois sur deux, c'est Arnaud dorénavant. Bon, bah... Je le salue évidemment. Aujourd'hui, personne au standard. Il n'y aura pas de belle écriture. Donc Arnaud aura deux boulots. Il prendra vos commentaires et il réalisera l'émission. Donc n'hésitez pas à commenter à fond. Surtout que je sais que l'émission du jour va vous intéresser. Je reçois un nouvel auteur, Michael Aufray. Il a édité Pendant qu'il est trop tard, un roman, on va dire, dystopique sur la France de 2030. Quelle sera la France de 2030? Est-ce que ce sera celle de Klaus Schwab? On en parle avec notre ami Michael Aufray. Bonjour cher Michael, vous êtes auteur, vous avez édité Pendant qu'il est trop tard aux éditions Hugo Stern. Pourquoi ce roman? Bonjour Mike. Ce roman, tout simplement, puisque voilà, il y avait certaines choses depuis un certain rhume dystopique que j'avais emmagasiné. J'ai vu, comme tout le monde évoluer d'une façon assez fulgurante et assez étrange. Et donc, bon, voilà, la littérature est un moyen, un vecteur pour faire passer ce qu'on a sur le cœur et aussi les idées qu'on souhaite partager. Comment vous l'avez évolué? Parce que c'est vrai, en effet, que on a l'impression que le monde de 2019, c'est le monde de l'époque de François Ier, quoi. Tellement que ça a l'air loin et tellement qu'on ne va plus revenir vers ce monde. Oui, bah, comme tout le monde, je constate une espèce de, comment dirais-je, on est tous captés au quotidien par tout un tas de choses, des événements, bon, souvent sordides. Et le temps présent est très compliqué à capter, en réalité. On est tout le temps pris dans quelque chose voilà, de l'actualité qui nous parasite, le temps quotidien, le temps présent. Et voilà, l'idée, c'est aussi de faire un point aussi sur ce livre, sur ce qui pourrait advenir dans la France, voilà, des années 2030. Donc pas spécialement 2030 pile, mais la décade 2030. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre. Pourquoi le format roman? Alors, à la base, moi, je suis un auteur de nouvelles. Mon premier recueil de nouvelles a été publié en 2015. Et là, il y avait tellement de choses à dire sur ce qui s'était passé. Au départ, c'était une grosse nouvelle, ce court roman. Du coup, cette grosse nouvelle est devenue un court roman. Et le fait est que, voilà, au fur et à mesure de mon enquête, entre guillemets, parce que je voulais me baser sur des faits réels et puis pousser un petit peu les curseurs pour voir ce qui peut advenir après dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et voilà, j'ai fait une sorte de veille technologique et voilà, j'ai découvert des choses que j'ignorais, clairement, au niveau des capacités techniques, technologiques et même de certains modes de pensée, quoi. C'est-à-dire que la France 2030, voilà, c'est l'agenda de Klaus Schwab, de Davos, de ces mondialistes, etc., quoi. Oui, tout à fait, sauf que j'ai pas voulu trop nommer ça. Par contre, dans le roman, je cite voilà, je parle de certaines choses qui sont réelles, mais j'ai pas voulu donner de nom volontairement, puisque je pense qu'en faisant les recherches, on fait les liens assez facilement. Alors, vous avez parlé d'accélération. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? D'accélération vers quoi? Alors, vers toujours plus, à mon avis, comment dirais-je, de moyens de surveillance qui sont, bon voilà, on les voit déjà à l'œuvre. Par exemple, là, je suis venu, j'ai pris le périphérique là, et c'est vrai que c'est. Là, d'être surveillé, c'est sûr. Oui, c'est assez stressant parce que juste au-dessus de 50, là, c'est voilà, donc tout le monde est stressé, à l'affût du moindre radar. Bon, ça fait partie des choses. Ensuite, là, juste la matinée, là, vous voyez, entre le lever et pour venir ici.
payer le parc-mètre, plaque d'immatriculation, etc. Ça, c'est vraiment du quotidien, c'est pas méchant. Après, enfin, c'est pas méchant, ça envoie des signaux quand même. Après, voilà, je parle pas de la surveillance numérique, entre guillemets, hein, avec tout, effectivement, le système des GAFAM. Mais voilà, on sent bien que être souverain, libre et penser un petit peu autrement, ça devient compliqué. Voilà, c'est... Mais on voit que la crise sanitaire, vous avez appelé rhume, c'est très bien, vous pouvez continuer à appeler comme ça. On voit bien que la crise sanitaire, ça a été une forme de, comment dire, d'expérience de la part des États pour voir comment on réagirait. Cette expérience, pour eux, pour ces États, a réussi visiblement, hein. C'est ce que donne cette impression, non? Oui, bah oui. Puis au niveau mondial, effectivement, elle a réussi au niveau mondial. Alors, expérience, voilà, sans rentrer dans le détail. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu une sorte de, comment dirais-je, de design comportemental, quoi. C'est ce que je décris un petit peu dans le livre, où le masque, qui était aussi un emblème, hein, de cette espèce de mondialisation de la pensée, de mondialisation de la peur. Le masque, effectivement, représentait, comme je le dis dans le livre, à un moment donné, une espèce d'identité collective humaine où, voilà, on le portait tous, enfin presque tous, et voilà, on sentait bien que au niveau mondial se jouait quelque chose. Donc voilà, moi l'idée c'est de se dire, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui peut se passer après ça, en fait, tout simplement. Donc là, on en est sorti. C'est pour ça, reparler de ça, bon, c'est un peu pesant. On n'en est pas tellement sorti que ça, hein. Non, mais Faut. Vous savez, je vais vous dire, je vois la communication du nouveau ministre de la Santé, bon, je sais plus comment il s'appelle, où il nous parle de la grippe, hein. Paraît-il que la pandémie de grippe serait la plus puissante depuis l'arrivée des dinosaures. Et donc, du coup, il a même mis sur la table, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a mis sur la table la vaccination peut être obligatoire des soignants, hein. Il a dit exactement que ce n'était pas un tabou, hein. Et quand un homme politique dit que quelque chose n'est pas un tabou, il y a de fortes chances que ça arrive. Il faut savoir que la loi du 5 août 2021 n'a pas été abrogée, elle a été essentiellement suspendue. Donc en fait, ce que l'on a vécu, c'est quelque chose qui, en un claquement de doigts, peut revenir, hein. Oui, c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu, puisque j'ai dû quitter mon ancien employeur pour ces raisons-là. Voilà, j'étais enseignant auprès de jeunes sourds, donc dans le domaine médico-social. Or, en tant qu'enseignant, effectivement, étant donné qu'on insère sur un institut spécialisé, on dépendait donc des ARS, donc effectivement du ministère de la Santé. Et on avait l'obligation vaccinale, même si je n'étais qu'enseignant. Donc j'ai dû partir, période un petit peu compliquée, de remise en question, etc. Donc je vois très bien ce qu'il en retourne. Après, ceux qui ont fait ce choix-là se sont regroupés, pour la plupart, ont essayé de faire quelque chose d'autre ensemble. Voilà, je sais que moi je suis dans des groupes, voilà, d'amis, hein, désormais. On ne pense pas tous forcément la même chose. En tout cas, il y a cet aspect de souveraineté où on se dit à un moment donné, si ça retape, on sera fort et on sera ensemble. Donc c'est pour ça que moi, j'ai peut-être pas tout à fait la même vision. Enfin, c'est-à-dire que je vois bien à l'extérieur que ça continue, bien entendu. Mais le fait d'être en collectif fait que on se sent tout de suite un petit peu plus protégé par tout ça. Et on sait que derrière, ça suivra par rapport au vent contraire. On sait qu'on pourra combattre ensemble contre ce genre d'imposition qui, à la limite, si c'était... Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de loi si vraiment les choses fonctionnent. Quand les choses fonctionnent, on ne les impose pas. Elles fonctionnent d'elles-mêmes et tout va bien. Mais là, le fait est que on a quand même l'impression qu'il faut aller à marche forcée vers des... Voilà, vers le virtuel. Oui, le virtuel, et puis là, précisément, on parlait de la vaccination, on a l'impression quand même qu'il faut, sans convaincre, passer par la loi pour faire en sorte que les gens se vaccinent. Donc, si vraiment c'était tout à fait efficace, il n'y aurait pas de souci et les choses se passeraient bien. Alors, la population est surveillée dans la France des années 2030. Bon, elle l'est déjà. C'est essentiellement 2030 la surveillance qui est on va dire, le différentiel avec ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Alors,
les moyens techniques ont largement évolué. Moi j'enseigne la technologie au collège et voilà, pareil, hein, je dois J'ai avoir... détesté, je vous aurais détesté en prof. Hein. Ah non, je pense pas, non, parce que vraiment j'essaye de faire des choses très sympas. Avec le truc de normographe, machin là. Ah non, c'est fini. Ah bon, d'accord, ça peut-être que je suis trop vieux. Non, les fers à souder sont rangés dans un placard fermé à clé, lui-même dans une pièce fermée à clé, puisque c'est tellement dangereux. Sauf que bon, on les a utilisés, ça s'est très bien passé. Donc vous avez des horloges. Oui, en plexiglas. Il y a ça, ouais. On n'en fait plus, mais on peut éventuellement, dans le cadre de club techno, par exemple, on peut s'amuser à faire ça. Non, là, justement, ils changent le programme et c'est vrai qu'il ne faut pas trop critiquer, ça va dans le bon sens. Là, ils sont effectivement en train, dans le programme de 5e, d'intégrer l'intelligence artificielle. Donc, comment on entraîne une intelligence artificielle prends un exemple, comment une voiture peut arriver à lire un panneau sens interdit. Eh bien, on entraîne l'IA avec des caméras à discriminer le panneau sens interdit, du panneau 30, du panneau stop, etc. Et les élèves s'entraînent à faire ça via une webcam et une petite application. Donc, c'est des choses intéressantes parce que pour moi, l'enseignement de la technologie c'est l'étude de l'objet technique. Donc, on doit pouvoir comprendre comment ça fonctionne pour mieux le maîtriser. Oui, mais après, à force d'entraîner l'IA... on lâche des données. Qu'à nous maîtriser. Oui, on lâche des données, ça c'est certain, ça c'est sûr. Mais moi, je vois quand même ce côté pédagogique où je me dis, voilà, les élèves maîtrisent un outil, donc effectivement, ils sont capables d'en arrêter le principe, en théorie, parce qu'après, ça dépend qui possède l'outil technique. Mais déjà, ils sont capables de le comprendre et de tout simplement d'en maîtriser l'éventuelle dangerosité. Donc il y a ça, et puis après il y a une question aussi, ça j'ai trouvé ça pas mal aussi, de réparabilité. On a une espèce de thématique autour de la réparabilité, et voilà, bon, ça c'est pour le côté enseignement. Ce qui a changé, voilà, c'est ça, c'est cet aspect numérisation des vies, pour revenir à la question, numérisation des vies, virtualisation des rapports sociaux, parce que voilà, on s'envoie tous des smileys, mais il n'y a personne qui sourit dans la rue, quoi. Enfin, c'est des constats. Donc après, le réel, moi j'ai l'impression en fait que le monde réel est quasiment devenu un obstacle, un affront. Voilà, sortir de chez soi, sortir des écrans, il faut se bouger, quoi. C'est pas toujours évident pour tout le monde. Oui, mais pourquoi, d'après vous, est-ce que on demande aux gens de rester chez soi et de s'envoyer seulement des smileys? Eh bien, c'est terrible parce qu'on ne leur demande pas. Ils le font d'eux-mêmes. C'est ça la grande, entre guillemets, la grande supercherie, parce oui, ils nous laissent. Alors c'est vrai, on a vécu un confinement et tout, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que quoi qu'on en dise, en tout cas pour ceux qui étaient le mieux lotis, ce confinement, il a fait du mal, certes, mais pas mal de bien aussi à pas mal de personnes qui se sont dit « Ah, mais c'est bien de rester à la maison, télétravail, etc. » Finalement, c'est pas si mal. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a gardé, parfois dans certains secteurs d'activité, le côté télétravail. Mais le problème, moi je vais vous dire, je peux comprendre que certains apprécient ce télétravail parce qu'ils n'ont pas à prendre le RER. Bien sûr. Et c'est compliqué. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, il faut savoir que les augmentations de salaire se font... par la machine à café, par le fait que votre responsable vous voit physiquement, par la sociabilité que vous avez avec vos collègues, et tout ça, ça n'existe plus. Oui. Eh oui. Et puis, le fait de rester essentiellement chez soi entre quatre murs, ça arrange les législateurs qui se disent, bon bah... Je préfère que les Français restent entre quatre murs à regarder la télé, comme ça, moi, ils sont pas dehors à prouver leur mécontentement et à vouloir faire la révolution. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que on a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'imposer le fait que les gens ne sortent pas. C'est d'eux-mêmes qui se disent, je suis mieux devant mon écran, à la limite même dehors. Désormais, on peut avoir des écrans dehors avec les téléphones, c'est pas un souci. C'est simplement le réel, le concret, le salut vous voyez, le salut avec la main. Aujourd'hui, on ne sait plus trop depuis quelques années, là, on ne sait plus si on doit serrer la main, surtout là dans ces périodes un peu hivernales. Il y a des choses comme ça qui ont changé, et se toucher, se faire la bise. Bon, voilà, pas mal de choses ont changé, et c'est vrai que pour moi, c'est aussi un combat à mener, le retour vers le réel, re-rencontrer des gens, créer des collectifs, faire en sorte que quand on pense un peu différemment, que quand, aller dans des associations, aller sans forcément militer, puisque
voilà, moi je participais à des manifestations aussi. Et, c'est un très bon moyen de créer des liens. Je suis pas sûr que ça soit comment dirais-je, un absolu pour combattre le système. Voilà. Alors, la manifestation? Oui. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Et puis, mais bon, ça continue quand même, hein. Ils demandent Ouais. la liberté qu'ils n'auront pas. Oui. Mais je pense qu'il faut se battre pour la liberté, ça c'est évident. Mais bon, ça va quoi. Il faut commencer. Moi, je vais vous dire, l'État n'a peur que lorsque vous êtes un peu. Vous montrez les dents. Hein. Mm. Lorsque vous mettez les sonos de musique, l'État s'en fout. Mais bref, ça c'est mon avis. Premier commentaire, le professeur Montagnier a dit avant de mourir, les non-vaccinés sauveront l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut en penser si cela est vrai? J'ajoute, je ne suis pas anti, c'est juste l'injection que je n'ai pas faite. Très bien. Ah ben, j'ai eu droit le message en 2 feuilles. Merci. Non, pas très long. Voilà. Alors, Donc, oui, professeur Luc Montagnier, ouais. Bon, redonnez-moi sa formule, parce que je l'ai entendu, hein, bien évidemment, mais... les l'avenir de l'humanité, non-injectés ouais. sauveront l'humanité. Ouais. Alors, faut faire attention. Enfin, tout de suite, moi, je mets un petit peu le haut là, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, dans les réseaux là, non-vax, etc., il y a eu ce côté un peu pur sang. C'était vraiment tel quel. Hein. Nous sommes les pur sang, nous sommes les... Et j'ai trouvé ça presque géniste, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, alors après, avec toutes les hautes théories qui tournaient sur ce qu'il y avait dans le vaccin, etc., mais je pense qu'il faut faire attention à garder le contact avec les personnes qui elles-mêmes se sont fait vacciner. Moi, je veux dire, je fais aucune discrimination. Il y en a Bien sûr. il y en a qui ont fait un choix, il y en a voilà. Le truc, c'est la liberté de choisir, c'est Bien juste sûr. ça. Voilà. Alors, on va quand même revenir au roman, parce que c'est ça qui importe. Le roman Pendant qu'il est trop tard aux éditions Hugo Stern, Michael Offray. Effondrement des petites sensations, liquidation du merveilleux, imagination moribonde, dissolution de la pensée. C'est vrai que c'est totalement ça dorénavant la société en France. C'est-à-dire que on a comme l'impression, et d'ailleurs le Noël là qui vient de passer, en est la preuve, on a comme une envie de nous enlever du bonheur. Moi, je sais pas si vous êtes parisien vous-même, je crois. Ouais, banlieue, sud. Bon. Vous avez pu voir le Noël de cette année. Alors, je l'ai passé ailleurs. Ah bah vous avez bien fait. En tout cas moi je l'ai passé ici à En Paris, famille. malheureusement. Et lorsque vous marchez dans les rues de Paris, en tout cas c'était vraiment très prégnant cette année, on a l'impression que tout ce qui est lié à la fête, au bonheur, à la joie, doit nous être enlevé. Voilà, vous marchez dans la rue un 24 ou 25 décembre ou la semaine du 25 décembre, vous avez l'impression d'être un 15 mars. Il n'y a plus de guirlandes, il n'y a plus de décors, même les Champs-Élysées. C'est totalement ce que vous dites dans votre livre. C'est-à-dire que tout ce merveilleux, tout ce sympathique doit être proscrit. Ah oui, alors je ne parle pas spécialement de Noël. Non mais j'ai pris Noël comme exemple pour que les gens le oui. comprennent. Hein. Oui. Après, bon, à mon avis, il y a deux choses. Bon, la foi catholique en France est moribonde. Après, je crois qu'il y a un regain. Il y a quand même quelque chose aussi qui revient. Je crois quand on est arrivé au bout de marchandisation, etc., je pense qu'à un moment donné, les gens comprennent aussi que compléter leur appartement d'objets techniques, d'objets, voilà, ne fait pas le bonheur. Il y a autre chose, il y a une forme de transcendance aussi vers laquelle il faut essayer d'aller. Et une forme de, comment dirais-je, l'homme a besoin de croire à quelque chose de supérieur à lui, quoi, je pense. Sinon, ça me paraît bassement matériel comme existence. Et voilà, je pense qu'il y a deux choses. Il y a effectivement certainement l'effondrement de la foi catholique. Et également, il y a une collusion, si vous voulez, entre, à mon avis, l'écologie. Donc les guirlandes, ça coûte cher, les sapins, les pauvres petits arbres, etc. Et voilà, le fait que on en voit moins dans la rue, ça c'est certain. Donc sous couvert d'écologie, on nous fait passer des fêtes qui sont un petit peu plus moribondes, un petit peu plus mornes. Bon, moi je sais pas, je pense que ça vient, les choses se jouent dans le cœur.
Bon, on n'a pas besoin d'illuminer des rues spécialement, mais c'est vrai que, d'ailleurs, par le passé, on ne le faisait pas. Hein, et Noël était célébré. Oui, mais vous ne trouvez pas que de plus en plus, depuis la crise sanitaire, on va vers le gris? Oui, c'est pas faux. C'est entre le noir et le blanc, donc il y a quelque chose comme ça. Non mais sérieusement, hein, on va. En plus, il n'y a plus de soleil. À Paris, je sais pas, il n'y a plus de soleil. On dirait que l'écologie, en fait, d'Hidalgo, c'est qu'il n'y a plus de soleil. Je sais pas pourquoi. C'est à cause des chemtrails, peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais. Bandage aérien à surveiller, parce que. Mais en tout cas. Moi, j'ai jamais vu les gens aussi tristes. Je vous dis très sincèrement, j'ai jamais vu les gens aussi tristes. Oui. Que alors depuis l'épisode, quoi. Ouais. Mais alors que voilà, je vous dis, on est vraiment aujourd'hui happé quoi par tout un tas de choses. Bon, il suffit d'ouvrir les actualités. Enfin, c'est vrai que moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus de télé, ça fait des années, et déjà, c'est un geste salvateur. Vraiment, le fait de se recentrer sur soi-même, prendre un livre, voilà, bon, par exemple le mien. Voilà. Et puis tout simplement essayer de se dire bon, voilà, qu'est-ce qu'il a à me dire celui-là, tac. Ah oui, d'accord, effectivement, je voyais pas les choses comme ça. Moi quand je lis un livre. J'aime bien me dire bah oui, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, et ça fait travailler l'imagination, parce que le problème de l'image, et c'est ce que je dis dans le livre à un moment donné, je sais plus comment je tourne ça, mais il se peut que l'abondance d'images soit le meilleur système totalitaire. Et c'est pour ça que les gens finalement, parce qu'en fait on est dans une espèce de matrice où il y a des images partout, on est là, c'est merveilleux, là, un feu d'artifice permanent, parce qu'en plus l'avantage avec Internet, ou l'inconvénient, c'est que quoi que vous pensiez, quoi que vous aimiez, il y a un marché. Voilà, vous aimez le jazz, il y a une chaîne jazz, il y a un machin. Vous aimez les vidéos de chats, il y a des chats partout, etc. Enfin, vous voyez, il y a un marché pour tout. Donc de toute façon, c'est ce qu'on appelle la captologie ou l'économie de l'attention. Ils le savent très bien. Enfin, quand je dis ils, derrière, c'est le système, ceux qui sont derrière toutes ces applications, que ça va engendrer chez les gens une certaine passivité. Et la passivité, c'est l'inhibition de l'action. L'inhibition de l'action, ça veut dire qu'effectivement, j'agis pas sur le réel. J'agis pas sur le réel, je ne suis personne. C'est vrai. Ouais, mais tout ça a été, j'imagine, pensé par une forme d'ingénierie sociale. Oui, j'en parle un petit peu dans le livre, notamment, d'ailleurs, petit hommage à Lucien Cerise, là, qui voilà, son livre L'ordre par le chaos, que j'ai lu, évidemment, et il a l'avantage de synthétiser là, tout ce qui a pu être fait et comment ça fonctionne. Donc l'ingénierie sociale, l'ingénierie des comportements, qui fait que ça rappelle un petit peu la psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui avait écrit ça au début du XXe. On sait manipuler l'individu, maintenant on va savoir manipuler les foules, et une fois qu'on sait faire les deux, les plus réfractaires, on saura les manipuler via effectivement la psychologie, etc. Et puis ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, hein. Retrouver la souveraineté, déjà, c'est pas un absolu, c'est un chemin. Il n'y a pas de but ultime, ça y est, j'ai la clé de la souveraineté, je peux ouvrir toutes les portes, c'est pas ça. C'est simplement arriver à se dire, penser par soi-même, c'est tout bête, mais penser par soi-même, ça sous-entend aussi d'avoir quelques outils. Donc là, il faut faire l'effort d'aller vers des auteurs, vers même se recentrer sur soi. Qui suis-je, quoi, voilà, de quel milieu social je viens, qu'est-ce que j'ai fait pendant mon enfance, pourquoi j'ai eu cette peur-là à telle époque, pourquoi j'ai combattu cette peur, comment j'ai fait quand j'étais dans des situations de stress, etc. Alors, votre livre parle d'un couple, Jeff et Alba, qui sont en 2030. En gros, un couple qui se dispute sur la société qui est présente. Tiens, racontez-nous un peu. Donc Jeff et Alba, effectivement, sont un couple, alors je ne vais pas spécialement décrire, mais d'une quarantaine d'années, ayant une fille qui s'appelle Joy. Alors Joy, elle a un rôle un petit peu confidentiel, mais elle me permet d'aborder le sujet de l'école. Donc il y a un petit chapitre, mi-chapitre sur l'école. Et donc Jeff et Alba, donc Jeff, lui, c'est un réfractaire, il est tout simplement staffeur ornemaniste dans une entreprise ultra surveillée qui travaille pour le compte de l'État. Il travaille pour le compte de l'État donc dans cette entreprise, tout simplement puisqu'on en est rendu, avec la crise étant si importante que ça, qu'on en est rendu à faire des pilastres où on fait du staff pour décorer les façades d'immeubles, puisqu'on ne peut pas les rénover en profondeur, il n'y a plus d'argent. La dette. Donc voilà, on décore au lieu de réparer. Elle est infirmière et elle doit
parfois pratiquer le protocole fin de vie. Donc voilà, ça parle un petit peu aussi. Il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de thématiques, mais l'euthanasie est un peu plus libéralisée. Sauf qu'entre-temps, elle sait que sa maman elle-même est souffrante et qu'elle est donc dans une clinique. Et donc, elle est soumise également à ce protocole. Et voilà, il va se passer un événement dans la vie d'Alba qui va faire qu'elle va basculer. À la base, elle était contre son mari. Elle lui disait, mais le progrès, c'est quand même très bien, mon chéri. Regarde, on est bien, c'est plus pratique. Elle va basculer du côté, effectivement, de son mari avec une espèce de révélation spirituelle qui va l'aider, justement, à mener le combat politique. Lui, Jeff, au moment où sa femme va de mieux en mieux et commence à se dire oui, tu as raison, il faut mener le combat, lui, il est au fond du trou. Il est au fond du trou, il a perdu son boulot, il peut plus rien faire, il peut plus avoir de loisirs puisqu'effectivement, il n'est pas pucé. Donc oui, parce qu'il faut dire aux gens en 2030, vous devez avoir une puce sous la peau. Voilà, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes exclu de votre travail, vous pouvez pas utiliser de véhicule, vous êtes privé de soins médicaux, les aides sociales, etc. Il faut avoir la fameuse puce, un peu comme le pass sanitaire. La puce, c'est le pass. J'ai pas été chercher ça très loin. J'ai pas cherché très loin. Donc c'est pour ça que finalement. C'est la prochaine étape, la puce, faut se le dire. Oui. Enfin, Alors, ça existe déjà, les puces NFC. Oui, ça existe. Ouais. Mais là, de manière généralisée, c'est la prochaine étape. Alors, je sais pas. Je l'écris dans le livre, mais ce que je veux dire, c'est que là, on va me dire, oui, si les gens se sont mis... si on est déjà dans des vaccins, parce que même moi, j'ai fait mes vaccins. Quand j'étais petit, il n'y a pas de souci. Je suis pas un anti-vax de base. Simplement, là, sur ce coup-là, je le sentais pas et je pense qu'on a eu le nez fin. Ouais. Donc, du coup... Après, on peut se dire, c'est un objet... mais même moi, vous voyez, je m'interroge là-dessus. Je suis pas totalement... je suis pas à l'abri de... Parce que je me dis, oui, je rappelle la praticité d'avoir une puce. Alors, on peut tout faire. On passe dans les transports, on peut payer. C'est ce qui se passe déjà dans certains pays qui sont un peu les pays nordiques, un peu. Oui, il y a ça en Suède. Ouais, en Italie, je sais qu'il y en a qui en a mis partout des puces, un personnage. Et donc, voilà, c'est très, très pratique. Mais sous couvert de praticité, où, ouais, effectivement, à un moment donné, la souveraineté, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. C'est toujours pratique au début. Quand les objets arrivent, c'est pratique au début. Voilà, le smartphone, le téléphone là, intelligent là, d'aujourd'hui, quand il est arrivé en 2008-2009, en effet, c'était très pratique. Et puis, on a vu, avec le temps, avec la technique qui évolue, avec la prise en main du téléphone sur l'esprit des gens. Oui. Et là, on se dit, bon, c'est peut-être certes pratique, mais ça a bouleversé les comportements sociaux. Ouais, le fait d'avoir la 3G, puis la 4G, puis maintenant la 5G, mais en démarrant par la 3G, c'est surtout ça, à mon avis, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai accès aux réseaux, des réseaux n'importe où. Et là, ouais, moi, je pense que c'est là qu'on a basculé aussi un petit peu, basculé gentiment, tout ça se fait progressivement. C'est pareil pour la puce, j'imagine. Bon, indépendamment du fait que la puce, il faut quand même faire une intervention chirurgicale. Qui n'est pas si... en fait, il y a des vidéos qui tournent sur Internet, on peut se l'auto-implanter, ça existe déjà. Avec une grosse seringue, on peut se l'auto-implanter sous l'épiderme. Donc voilà, c'est déjà réel tout ça. Oui, mais regardez, on dit, ouais, c'est pratique. Ok, je peux payer avec la main, par exemple. Et alors, c'est si je dois prendre mon portefeuille de la poche, c'est pas ça me prend 10 secondes de plus. Et alors? Oui, non mais il y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, pour revenir à mon histoire de parc-mètre. Bon, tout à l'heure, voilà, c'est un cas concret. Dites-moi. Ça m'a donné l'impression qu'on va bien t'emmerder, te faire payer. Parce que voilà, rentrer la plaque d'immatriculation. Ah, celui qui l'a pas en tête. Nombreux comme ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai une photo, donc tac, paf, j'ai rentré la plaque. Ça a mis un temps pas possible. J'ai appuyé trop longtemps, vous voyez, sur le plus pour l'heure, là, voilà. Donc après, je suis rendu à 14h15. Ah bah non, il faut faire moins. Et pourtant, j'ai pas eu le sentiment d'appuyer plus. Vous voyez, c'est des choses comme ça. On se dit à un moment donné, c'est sûr qu'une bonne petite puce, paf, tac, tu m'as repéré. Là, à un moment donné, pareil, en Chine, ils ont ça, ils ont ce système-là. Ils ont un système, en fait, de paiement par reconnaissance faciale. Voilà, vous arrivez devant l'écran, tac, paf, et puis votre compte est débité en fonction de votre visage. Donc voilà, ça existe déjà. Mais vous savez, alors l'auteur, j'en parle avec Michael, mais
Je sais qu'il n'est pas, c'est pas ce qu'il veut pour la société française, hein. Mais bon, on en parle, et je pense que c'est important d'en parler. Mais vous savez, lorsque on montre son visage et on est reconnu, moi-même, je le dis, hein, je l'utilise pour l'iPhone, la reconnaissance faciale, hein, bon, malheureusement, hein. Et je devrais pas le faire, mais bon. C'est vrai que on est de plus en plus fainéants, ça c'est une réalité. Ouais. Mais on doit comprendre aussi que si on ne fait pas ces petits efforts de quelques secondes et que ces efforts, c'est la machine qui le fait pour nous, on va dire, c'est que derrière ça, quand vous mettez une puce, il y a quelqu'un qui la programme et il y a quelqu'un qui la contrôle. Ouais, bien sûr. Bien Ça, sûr. faut pas l'oublier, ça, pour le coup. Oui, et donc s'il y a quelqu'un qui la programme et qui la contrôle, il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur nous. Ouais. Alors, est-ce qu'on est prêt à donner le pouvoir à des gens qui souvent sont malveillants, hein. Voilà, Ça va le parce souvent, qu'on n'a pas envie de faire des efforts. C'est comme, je sais pas moi, le couteau. Le couteau, ça sert à couper de la viande, mais ça sert à tuer des gens. Oui. Et le problème, c'est que le législateur, lui, il n'est pas là pour couper la viande, hein. Oui, Il est là pour tuer des gens. Ouais, symboliquement, mais Symboliquement, oui. Mais c'est un petit peu, il y a un exemple dans le bouquin où à un moment donné, Jeff cherche à démarrer sa voiture parce qu'en fait, il a besoin d'aller en forêt, justement. Allez-y, ouais. Donc du coup, il démarre, il vient en fait de perdre son emploi et la voiture lui dit bah non parce que vous avez perdu votre emploi. La voiture lui est informée en fait que ce qui vient de perdre son emploi et que du coup, il peut pas démarrer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit, bah oui, mais c'est une urgence, j'ai rendez-vous à l'hôpital. D'accord, rentrez la date et l'heure du rendez-vous, ainsi que le nom du médecin. Bloqué, puisque en fait, c'était un mensonge. D'accord, c'est une urgence. Ok, si c'est une urgence, dans ce cas-là, vous pouvez pas passer en mode manuel. Donc, alors, je sais plus comment j'ai tourné ça, mais en gros, il peut plus avoir accès au volant. Puisqu'effectivement, l'ordinateur, vous voyez, c'est les algorithmes. Si urgence, alors effectivement, ne pas passer le volant à la personne. Mais vu qu'en fait, il n'a plus le droit d'aller nulle part, et bah du coup, le pilotage automatique ne fonctionne pas non plus. Donc voilà, et on est loin de la Renault 9, on pouvait conduire tranquillement. D'accord que vous ne pouvez plus la conduire, hein, parce que de toute façon, maintenant, avec les zones ZFE... effectivement, ouais. Zone à forte exclusion. Mais ouais, voilà. Mais on le voit que, en réalité, ce monde dystopique là que vous écrivez, on en est à ses débuts aujourd'hui, hein. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas été trop loin dans les années. J'ai mis 2030. Donc après l'idée, alors là on on brosse un portrait un peu sombre du livre, c'est vrai. Après. Je tiens à dire que ça se finit bien. Il trouve une solution qui est pas si compliquée que ça. Et je laisse les lecteurs découvrir vers quoi ils retournent, mais voilà. Alors, commentaire d'auditeur. Bonjour messieurs, l'invité a employé le mot décade pour désigner les années 2030. Non monsieur. Ah. Vous faites usage d'un anglicisme qui, en plus d'être du très mauvais français, décennie, a un sens différent dans les deux langues. Décade en français désigne une période de 10 jours, pas 10 ans comme le croient certains de nos contemporains. Par ignorance ou paresse intellectuelle, substance décade, decade phonétiquement en anglais et l'équivalent de décennie en France. L'auteur de France 2030 aurait donc dû dire décennie au lieu de décade. Sur Radio Courtoisie, la charte impose de parler une belle langue correcte et exacte à bon entendeur. Merci, cher monsieur. Ça m'arrive toutes les semaines. Hein, on est dans les décades. Alors je vais juste, c'est marrant, ça tombe bien parce que j'ai un joli t-shirt pour l'auditeur. Dead Can Dance. Voilà. Donc, j'invite l'auditeur à écouter ce groupe. C'est un groupe absolument merveilleux. Ouais, si, il faut écouter parce que ça va très loin, ça fait voyager. Mais donc, effectivement, désolé pour cette méprise orthographique. Ne vous inquiétez pas. Ah, encore un commentaire. Après tout, je suis que prof de techno. Oui, voilà, hein, la techno qui a visiblement changé depuis. Oui. Bonjour, il y a encore quelques années, les gardiens d'immeubles dans les logements sociaux agrémentaient en fin d'année leur loge de guirlandes et de messages Joyeux Noël, bonne année. Ça leur est maintenant interdit. Eh oui. Interdit ? Ah ouais, ça leur est interdit. Par qui ? Visiblement par le maire de Paris. D'accord. Voilà. Bon. Après, on peut quand même se souhaiter, oui, effectivement. Après, il y a les histoires des crèches, etc. Bon, moi, je vais pas revenir là-dessus. Non, parce mais que c'est pas. Enfin, j'ai pris l'exemple de Noël parce que c'est là. On était il y a un mois, c'était Noël, quoi. Bon, mais on voit que
euh, on voit que la crise sanitaire a été une accélération vers une autre société. Et que cette autre société, elle, exclut le beau et le festif. C'est vrai. Voilà. Et quand on sait ça, et si on en souffre, eh bien, il faut, et c'est ça qui est compliqué, hein, faire un travail sur soi-même, à mon avis, et se recentrer, se dire, bon, voilà, je suis né dans une décade. Non, je rigole. Je suis né dans une, je suis né dans une, voilà, une période de l'histoire de l'humanité qui malheureusement, c'est peut-être pas la meilleure. Hein. C'est vrai que quand je vois, moi, bon, la génération des parents, effectivement, les 30 Glorieuses, tout ça, là, tout le sortir de l'après-guerre, avec une économie florissante, la foi justement, la technologie, tout, comment dirais-je, tout l'aspect loisir qui s'est développé. On en est loin. Alors en même temps, c'est la continuité. Donc ça veut bien dire que c'est un cycle. Hein. Il n'y a pas de progrès. On ne va pas vers un progrès constant. Hein, ça, c'est pour. Il y a des tenants comme ça, des partisans de ce côté. L'histoire n'est qu'un vaste progrès. Non, c'est cyclique. Il y a des chutes. Il y a des apogées. Bon, là. Alors moi, j'ai quand même l'impression aussi que. Il y a une certaine forme de complaisance à admirer la civilisation qui s'écroule. Moi, je trouve un petit peu que. Il y a une espèce de fatalisme, mélancolie. Oh, de toute façon, c'est trop tard, c'est trop tard. Et d'ailleurs, je reviens sur le titre. C'est trop tard, c'est trop tard. J'ai entendu ça beaucoup. C'est la crise. Moi, je suis né, enfin, on est à peu près la même année, je pense. Le mot crise, on l'a entendu ad vitam aeternam jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je me dis à un moment donné, bah oui, il est trop tard, mais qu'est-ce qu'on fait pendant qu'il est trop tard ? C'est pour ça que le titre est un petit peu un pied de nez. Il y a des gens qui vivent, il y a des enfants qui naissent. Et donc, on se doit tout simplement de vivre pendant, même s'il est trop tard. Et puis, en fait, il n'est jamais trop tard. Ce livre, c'est aussi, on va dire, une dénonciation de la soumission des peuples. Oui. Mais bon, moi, je veux pas donner de leçons. Hein. Ça, faut pas que ça soit pris comme ça. Mais c'est vrai que je pense vraiment que se recentrer sur soi-même. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est de se dire à un moment donné qui je suis, pourquoi je me sens mal dans cette société. Et il y en a plein en réalité. Hein. Enfin, comme vous le disiez, hein, on voit bien qu'il y a une sorte de gaieté, de bonheur là, qui est quand même un petit peu en train de, pas de disparaître, parce que ça disparaît jamais, mais ouais, c'est poussif, quoi. Donc il faut être joyeux dans tout ce désastre-là et essayer de se dire, bon voilà, pourquoi j'irai... Voilà, encore une fois, se recentrer, quoi. Alors ça passe par... pourquoi j'aime ça ? Pourquoi j'aime bien être avec ces gens-là ? Qu'est-ce que ce livre m'inspire ? Qu'est-ce que ce film m'inspire ? Pourquoi j'aime cette musique, etc. Donc, voilà, comment on sort de la soumission peut-être parfois on se soumet sans s'en rendre compte. Oui. Bah oui, c'est sûr. Après, comment on en sort, ça dépend de quelle soumission on parle. Je ne sais pas du tout. Et puis il y a une certaine la soumission a des mesures aussi, hein. dans le sens où j'ai beaucoup entendu des gens nous dire ah là là mais l'État m'a demandé de faire ceci donc bon je le fais. Ouais, ça c'est de l'obéissance. Pour moi c'est pas de la soumission. Obéir, c'est il y a un ordre, tu l'exécutes. Se soumettre, c'est vraiment j'attends même plus les ordres, quoi. J'épouse la cause, parce que concrètement, alors il y a plein de gens qui ont plein de raisons de faire ce qu'ils font. Hein. Faut toujours s'imaginer qu'on agit dans le sens un peu de nos intérêts. Alors après, il y a des gens qui se disent bon, c'est mon intérêt, j'y vais à fond. Puis d'autres qui se disent c'est mon intérêt, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu trop d'ego dans mon comportement ? Ouais, il y en a qui se questionnent comme ça. Je sais que l'ego aussi joue beaucoup dans la numérisation. Il y a une monstration. On verra si on aura un deuxième papier. Dis-toi, non, parce que je suis pas sûr du mot là, la monstration de sa personne. Ouais, le fait de se montrer, je suis pas sûr. Ouais, là, je suis pas du tout. Ouais, là, je pense que là, c'est pas très bon, quoi. Là, je sens que la porte va s'ouvrir. je ne valide pas. Hein. Il me semble que ça existe. À vérifier. En tout cas, il y a une volonté de montrer sa personne à travers les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est pareil, il faut s'interroger là-dessus. Bon, moi, volontairement, j'ai rien. Il n'y a que Babelio qui recense mes... Parce que je sais que ça va être énergivore. J'ai pas Instagram, tout ça. X, les réseaux sociaux, voilà. Je suis pas là-dessus parce que je sais que ça va être énergivore. Je vais devoir répondre sur ah oui, mais vous t'as dit que nanana ou des likes. Enfin, ça. Il faut sortir de ça aussi. Il faut sortir de plaire aux gens comme ça, parce que voilà, la recherche du pouce en l'air, voilà,
faut s'interroger Oui, parce là-dessus. qu'on est Quoi. dans une société, j'imagine, de plus en plus narcissique, Oui. égocentrique. Et en même temps, moi, je serais très heureux s'il y a des commentaires positifs et tout. Enfin, c'est pas le sujet, mais simplement juste, ok, bah très bien, je suis content que ça plaise et on discute, on échange. Mais attention à l'ego, parce que l'ego, bon, on sait que tout au long de l'histoire, ça fait de faire de grandes choses, mais ça peut mener à la perdition aussi, quoi. Et vous comprenez que là, on commence à s'interroger sur la technologie. On ne le faisait pas ça avant. Là, aujourd'hui, avec l'IA, avec justement le contrôle, l'identité numérique, l'euro numérique, etc., de plus en plus, on remet en cause les technologies, ce qu'on ne faisait pas il y a 5, 10, 15, 20 ans. En tout cas, oui, si on le remet pas en cause, on en discute de plus en plus. Et peut-être parce que justement, le rapport entre ce qui est arrangeant pour les individus et ce qui est contraignant pour eux est en train de basculer. On est peut-être sur un point de bascule. C'est-à-dire que la contrainte est trop importante et ça ne rend plus suffisamment heureux. Parce que la technologie, c'est tout ce qui est objet technique. Donc, je veux dire, ça part de la petite cuillère jusqu'à la fusée, les fusées, les centrales nucléaires, quoi. Donc, c'est très vaste. Petite cuillère, tout le monde voit bien que c'est très utile. Après, voilà, le côté envoyer des fusées, etc., c'est autre chose. Donc, on se dit, après, il y a aussi l'écologie qui pèse aussi là-dessus, qui pèse dans le bon sens. Je veux dire, moi, je suis pour un air sain, comme tout le monde, voilà, mais peut-être pas, effectivement, avec des réformes comme ça. Là, je voyais, il y avait une petite carte où il montrait la ZFE parisienne sur l'ensemble, avec donc focus sur cette zone, mais sur une map monde. Et en parallèle, il montrait le trafic aérien et des supertankers ou des paquebots. Bon, on va pas sauver la planète avec la ZFE, ça c'est certain. Après, on aura peut-être un air plus sain, je sais pas, je sais même pas. Mais voilà. On le ressent pas spécialement d'air plus sain. Non, et puis vous voyez, sur Paris, c'est un truc tout bête, mais le 50 sur le périph', à la limite, pourquoi pas, allons-y, mais simplement, faut pas penser vitesse, faut penser régime moteur, en fait. Parce que vous êtes en fond de 3e à 50, à mon avis, vous rejetez plus de gaz que si vous êtes souple en 4e à 70. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça, ou en 5e. C'est bassement, donc j'espère que ça a été suffisamment étudié, mais c'est pas tant la vitesse qui est importante là-dessus. Je crois pas. Ce qui a été étudié, je pense, par Madame Hidalgo, c'est comment elle peut emmerder le monde. Ça a été, je pense, étudié par l'ensemble de son conseil municipal. Ils ont mis des années pour ça. Donc c'est plus ça, en fait. Ouais. Et je crois même que la deuxième étape du périphérique serait d'émettre des feux rouges et des passages piétons. Et je ne rigole pas, c'est une réalité. Bon, du coup, il aurait plus son utilité, sa fonction d'usage principale fortement compromise. Ouais, ça sert plus à rien dans ce cas-là. Vous savez, il y a encore, par exemple, tiens, prenons le tram à Paris, il y a encore des vestiges de... Les maréchaux non, la petite couronne. Couronne, vous voyez. La petite ceinture. La petite ceinture. En train, là. Voilà. Ouais. Bon. Vous auriez pu utiliser ça pour faire le tramway. Bon, évidemment que non. Du coup, c'est laissé à l'abandon et... Ouais, c'est un repère. C'est un repère à voyous. C'est la jungle. Voilà. Mais ils ont préféré mettre de l'argent sur les boulevards des Maréchaux. De toute façon, le socialisme, parce que la France de 2030, faut se le dire, vous l'écrivez pas, mais moi je vous le dis, c'est la France du socialisme, c'est-à-dire, non mais c'est ça, c'est-à-dire la France de la ponction, la France de la non-liberté et la France du malheur. Voilà, c'est le malheur. Je le dis parce que c'est ça le socialisme. En fait, souvent les gens ne le savent pas, mais ils décrivent le socialisme, c'est comme ça. Bon, et vous pensez que la gauche vient sur Paris, elle fait multiplier par 5 le prix de l'immobilier. Voilà, c'est le social. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que là, je pense qu'on souffre aussi d'une crise du capitalisme, si on veut opposer les deux termes. On arrive au bout d'un système, je veux dire... Là, voilà, c'est extension du domaine du marché, tout est marchandisable, donc ça, il me semble qu'après, le capitalisme et le socialisme peuvent s'associer parfaitement pour engendrer quelque chose C'est peut-être les deux faces d'une même pièce, oui. C'est même fort possible.
Et donc, la France de 2030, c'est pas la joie quand même. Et comment on peut l'éviter? Est-ce qu'on peut l'éviter? Est-ce que ce roman dont vous nous parlez dystopique, c'est l'avenir qu'on nous réserve? Alors non, parce que comment dirais-je, moi Vous allez répondre. Ouais. D'abord le Bobino. Vous d'être toujours si nombreux, soutenez Radio Courtoisie, une émission, enfin une radio libre, c'est une vraie radio libre, comme l'ont voulu les fondateurs dans les années 80. On n'est pas pris en main par les grandes marques, par les grands actionnaires, c'est vous nos propriétaires, et donc vous nous permettez de faire connaître des auteurs nouveaux, des jeunes auteurs libres aussi, comme Michael Offray, auteur Pendant qu'il est trop tard, son dernier roman dystopique aux éditions Hugo Stern. Donc voilà, allez-y, comment on évite, si on peut éviter cette France des années 30? Alors j'ai un Des programme... années 2030, pas années 30. Programme de 90 pages à vous présenter. Non, j'ai pas la recette, évidemment. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. On l'évite en regardant à l'intérieur de soi-même et en se disant, est-ce que c'est ce que je veux? Si c'est ce que je veux, continuons sur cette lancée, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui s'en sortent très bien dans pas. ce système. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui s'en sortent très bien dans ce système et il y a des gens, tout le monde tout le monde ne sera pas un naufragé, c'est ça que je veux dire. Après, évidemment, sur les classes sociales les plus, comment dirais-je, les moins avantagées, il risque d'y avoir des dégâts ou au moins une forme d'aliénation, ça c'est sûr. Après, sans dévoiler la fin du roman, moi je pense, enfin, si je dis ça, c'est que je le dévoile un petit peu quand même, mais je pense qu'un retour à une forme de retour à la terre, comme on dit parfois, est une solution. Mais quand je dis ça, il y a beaucoup de mais, puisque c'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on échappe effectivement à tout un tas de contraintes numériques, etc. Je veux dire, si je prends un exemple tout bête, mais s'il faut déclarer ses impôts en ligne en donnant un maximum d'informations sur soi, et voilà, et campagne ou ville, vous allez devoir le faire. Donc c'est pas voilà. Mais déjà vivre dans un cadre sain avec des gens qui nous ressemblent ou pas d'ailleurs, mais avec lesquels on a des affinités. Bon c'est déjà pas si mal. Donc voilà. Après les choses peuvent se retourner assez rapidement au final. Hein. Vous en parlez comme d'un cauchemar. Et je suis totalement d'accord de cette future France. Mais moi j'ai l'impression en discutant avec les gens, en marchant dans la rue, qu'en fait et même en parlant de cette période crise sanitaire, que les gens auraient été... Enfin, je parle de la masse, hein. Je parle pas de ceux qui écoutent Radio Courtoisie, qui essaient de s'informer, etc. Mais en tout cas, la masse, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas si mal vécu que ça, en fait. Non, ça donne cette impression-là. Ouais. Enfin, pas mal vécu, en tout cas... En fait, c'est simple. Hein. Il y a une volonté soit d'infléchir un peu le cours de l'histoire, mais à son tout petit niveau. C'est-à-dire, non, comme disait, je crois que c'est Dostoïevski, le mensonge ne passera pas par moi. Voilà, il me semble que c'était ça qui est dans son roman là. Voilà, là, l'idée, c'est exactement pareil. C'est ça, non, ça, non. Ça, c'est pas possible. Ça, je veux bien. Ça, éventuellement. Ça, il faut que je réfléchisse, mais ça, non. Et juste poser un non. NON, c'est vraiment déjà un acte de souveraineté. Et ça peut être un petit nom, c'est non, tiens, aujourd'hui je vais payer en argent liquide. Vous voyez, c'est... Oui, mais regardez. Alors évidemment, on fait chier un peu la caissière. Parfois, oui, mais regardez, Madame Alba, si elle n'avait pas eu ce problème avec sa mère, elle ne changerait pas, quoi. Il faut passer par des révélateurs, ça c'est certain. Il y a des événements dans la vie privée qui font qu'à un moment donné, on se dit non, mais là, concrètement, faut que je change, quoi. Alors souvent ça passe par une maladie, malheureusement. Les gens réagissent parce qu'ils ont un problème de santé. L'idée c'est d'essayer de pas attendre le problème de santé pour se questionner. Moi je m'intéresse aussi pas mal du côté santé. Voilà, d'ailleurs je suis des gens comme Fabien Moine, un monsieur que j'aime beaucoup, oui. qui est très pédagogique et qui fait le lien maintenant entre... Parce le à la base, patron des éditions Exuvie. Exuvie, ouais, très bonne maison d'édition. Et du coup, c'est vrai que lui, j'aime bien l'entendre parce que, vous voyez, il décrit les choses, en même temps, il propose des choses aussi au niveau de la santé et de la souveraineté. C'est-à-dire que voilà, il faut ce révélateur, mais la révélation n'arrive pas toujours aux gens.
Elle arrive, elle a pas. Est-ce qu'elle arrive est-ce qu'elle arrive dans une vie? Bah là, je saurais pas parce que c'est des parcours de vie après individuels, mais après le mot est grand aussi. La révélation, c'est oui. Non mais oui, mais regardez, voilà. Elle a sa mère qui est malade, ok, et donc elle voit toute la problématique qu'il y a derrière, et donc elle se dit ah, en effet, la société vers laquelle on mène, ce n'est pas la société positive auquel je pensais. Mais beaucoup de gens n'ont pas ça dans leur parcours, et donc lorsque vous leur dites, écoutez, est-ce que l'euro numérique, l'identité numérique, le pass machin chose, est-ce que c'est ça que vous voulez? Eh ben les gens vont dire ah bah oui, oui. Ah oui, oui, c'est parce que vous comprenez, c'est le monde moderne, c'est normal. Oui, voilà. Alors ça, c'est vrai. C'est pour ça que je distinguais deux choses. Là, il y a vraiment ceux qui pensent qu'on va vers le progrès, quoi. Ah oui. Et c'est pas impossible parce que techniquement, on va vers une progression vraiment impressionnante. Je veux dire. Aujourd'hui, on sait faire des capteurs pour tout un tas de choses. On sait faire des capteurs qui réagissent du coup avec des actionneurs, qui permettent d'agir dans le monde, dans l'environnement. Donc, on sait faire plein de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution. Après, est-ce que justement, on n'est pas mis au défi, et là pour le coup par une instance supérieure, de se dire, vous voyez, il y a des choses, vous pouvez faire plein de choses, mais est-ce que c'est bon pour vous? Et là, il y a une notion après comment dirais-je, de responsabilité. Et je pense qu'on est amené à ça, on est amené à se poser des questions sur tous ces objets, quoi. Alors, commentaire d'auditeurs, très intéressante et agréable émission, merci, sympathique invité. 1. Réseau social, la définition serait service de communication publique en ligne. Pas terrible, je préfère réseau d'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, réseau d'opinion. Et Alors, vous n'y êtes pas du coup? Non. Oui. Alors dans le livre, alors je sais pas si si la personne fait allusion à ce que je disais tout à l'heure, mais oui, moi sur les réseaux sociaux, réseaux d'opinion, oui, c'est très bien. Après, ce que je dis dans le livre, c'est que on est pris dans cette espèce de truc où tout le monde donne son avis sur tout. Et donc tout le monde commente tout un tas de choses, mais effectivement il n'y a plus de comment dirais-je, il n'y a pas d'analyse étayée. C'est-à-dire que personne n'est entendu parce que tout le monde commente. Donc vous faites un commentaire, mais il n'est pas lu parce que l'autre est justement occupé à commenter. Et puis ce commentaire n'est pas lu parce que l'autre est occupé donc tout le monde produit de l'opinion. Et finalement, je pense que c'est peu lu par l'ensemble des personnes. C'est-à-dire qu'on zappe d'une opinion à l'autre. Justement, est-ce que les réseaux sociaux sont pas là pour faire évacuer les gens, évacuer la colère des gens, pardon, ouais. sur des ordinateurs plutôt que dans la rue. Ou dans la rue. Ouais, plutôt que dans la rue, bien sûr. Ouais, c'est bien sûr. Il y a, à mon avis, le vecteur numérique permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, inhibition de l'action. C'est-à-dire que une fois que vous avez insulté 2-3 personnes sur un réseau social, il y a un soulagement, paf, c'est bon, le monde peut continuer de tourner, et puis en plus, on s'en prend même pas à la bonne personne la plupart du temps. Souvent, en plus. On s'en prend pas aux décideurs, voilà. Donc c'est une façon, une soupape de sécurité, quoi, comme sur un ballon d'eau chaude, vous voyez, à un moment donné, il y a une surpression, puis paf, je vais envoyer tout un tas d'invectives, d'insultes, et puis comme ça va me permettre après d'aller mieux, et j'aurais jamais agi sur le réel. Sauf qu'en fait, lui, celui qui s'est fait insulter, il va pas bien, il va en insulter un autre. Et puis voilà, donc c'est sans fin. C'est pour ça que je pense que oui, comme on le disait, ça peut être un vecteur de paix sociale, finalement. 2. Votre invité a très bien compris la différence fondamentale entre graphosphère et vidéosphère. Et cite Régis Debray, l'image rend passif, pas la radio audiosphère ou la lecture. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je disais, hein, vraiment, on se demande si le meilleur totalitarisme n'est pas de mettre des gens devant des écrans. Et aujourd'hui, alors ça rappelle évidemment Orwell, où là on était dans 1984, où on était... le fameux télécran. Voilà, il y avait le télécran avec le Big Brother. Bon, là, il y aurait plein de petits Little Brother, en fait, où on est surveillé, et donc ça crée de l'image, et donc, en plus de ça, on surveille des gens qui regardent des images, quoi. C'est fou, ouais. C'est vrai que c'est fou. Complètement. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai un auditeur qui m'a envoyé les paroles de Santiano par Hugo Frey. Voilà, donc c'est quoi? L'auditeur veut qu'on le chante, en fait, c'est ça? Il veut qu'on chante Santiano par Hugo Frey. Je fais pas de guitare, je fais de la percu, moi. Moi, je fais pas de chanson du tout. Hein. Et puis, il a qu'un F. Hugo Frey n'a qu'un F. Voilà. Ouais. Merci, en tout cas, merci pour les paroles de
Santiano par Hugo Frey. On y repensera. Tiens, je l'enverrai à Nicolas Stocker, comme ça il le chantera la semaine prochaine. Ça, mon âme restera un petit peu dans le film. Donc, et puis il y a, on voit que le gouvernement quand même fait de plus en plus place à ce fameux autoritarisme. Voilà. L'autoritarisme, c'est ce qui arrive là après la crise sanitaire. C'est-à-dire que voilà, il faut rentrer dans une période d'autorité. Enfin, pas d'autorité, d'autoritarisme plutôt. Ouais. Ouais, alors après, moi, encore une fois, enfin, ils feront ce qu'ils veulent, quoi. Je sais pas. Après, vous voyez, j'essaye de pas trop me polluer l'esprit avec les nouvelles lois, etc. Enfin, il y a une surabondance de lois, en plus, qui sont détricotées. Là, vous voyez, bon, moi, je suis dans l'éducation nationale. Les groupes de niveau, on les met, on les retire. Là, par exemple, ils ont enlevé la technologie en 6e. Alors bon oui. Donc, c'était pas... Non, c'était tout le cycle 4, D'accord. plus une partie du cycle 3. Et donc, en 6e, vous aviez une heure et demie de techno, ça dépendait. Et là, en l'occurrence, ils l'ont enlevé, alors même que ce qu'on disait, il devient assez primordial d'étudier l'objet technique pour pouvoir mieux le maîtriser. Bah non, ils l'enlèvent. Donc, vous voyez, il y a des... Et puis, ça se trouve, ça sera remis avec un autre gouvernement. Donc, je vais pas, moi... Voilà, tout ça, c'est des girouettes, quoi. Donc, ça va, ça vient... Donc c'est pareil, ça c'est de la enfin vous voyez, ça nous capture notre attention, ça fait que ah tiens, ça vient de changer. Ah mince, et puis 3 mois après, ah bah non, il revient. Quel temps on a perdu entre tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, laissons-les faire, occupons-nous du sérieux et puis pendant ce temps-là, gagnons du temps à lire des ouvrages, à se renseigner sur des choses plus importantes, quoi. Et à être dans le réel, quoi. Tiens, revenons au livre. Nos amis Jeff et Alba, donc ils ont compris dans quel monde ils vivaient. Est-ce qu'ils résistent? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'ailleurs de résister? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ils font le choix à un moment donné. Alors c'est pareil, j'imagine dans le livre qu'on paye désormais avec il y a des badges pour tout, pour ceux qui sont pas pucés. Ceux qui sont pucés, ils sont entre guillemets upgradés au niveau premium, quoi, si vous voulez. Alors upgradés, dites-le nous en français avec un radio courtoisie. Oui, ils sont optimisés. Voilà. pardon. Oui, ils vont encore se prendre un strike. Oh, un strike. Non là. Vous avez vu comment les anglo-saxons, les anglicismes et tout ont envahi nos vies. Mais c'est vrai que dès qu'on parle technique et numérique, il y a beaucoup d'anglicismes. Comment ça se fait, parce qu'on est devenu tellement nuls en France? Non, c'est qu'en fait, c'est de là que ça vient, quoi. Je veux dire, le côté technique et numérisation, ça vient plutôt des pays anglo-saxons. Nous, en France, on suit, mais on n'est peut-être pas à la pointe de tout ça, quoi. Même s'il y a à mon avis, des très belles entreprises qui sont dans ce domaine. Donc voilà, ils sont optimisés, si on veut aller par là. C'est l'homme augmenté? Oui, quelque part. Mais après, l'homme augmenté, c'est des lunettes aussi, vous voyez, c'est des appareils auditifs pour mieux entendre. C'est plein de choses, hein, l'homme augmenté, c'est même une veste. Un pull qui vous protège du froid, c'est déjà, entre guillemets, une augmentation par rapport au milieu dans lequel on doit survivre. Donc c'est toujours pareil. On est dans des marges, on est dans des comment dirais-je, des tonalités différentes. Tout n'est pas blanc ou noir, quoi. Et votre question, effectivement, oui, ils résistent. Alors c'est pareil, hein, tout ça est réel. Ça me permet d'introduire aussi, comment dirais-je, un petit paragraphe. Sur la June, qui est une monnaie libre. La monnaie, oui, monnaie régionale. Voilà, alors elle n'est pas régionale, non. Elle est internationale. Ah bon? Oui. Et en fait, c'est la seule réelle monnaie libre. Alors je vais très mal en parler parce que je ne maîtrise pas tout à fait le sujet, mais j'invite les gens à se rendre sur monnailibre.fr, June, J-U-N-E. Et donc, c'est une communauté qui, effectivement, permet en fait de générer eux-mêmes la monnaie, hein, puisque la monnaie est générée par les banques privées, enfin du moins par les banques, et donc là l'idée c'est qu'en tant qu'individu vivant, on crée en fait la monnaie. Donc le système est compliqué, je ne vais pas en parler là parce que je ne maîtrise pas assez bien toutes les subtilités, mais voilà, June, J-U-N, et donc il passe par ça, et c'est un réseau en fait d'échange par le vecteur de cette monnaie sur une blockchain, hein, et donc effectivement ça leur permet de survivre. Est-ce que ça signifie qu'en fait, la résistance aujourd'hui ne peut se faire que par sécession?
Ouais, c'est des îlots peut-être de sécession, mais bon, moi je suis dans le système, comme beaucoup, entre guillemets, dans le système. Voilà, je suis quelqu'un qui a une vie quotidienne qui ressemble classiquement, voilà. La seule chose, c'est que voilà, je suis avec d'autres personnes qui pensent différemment de ce qu'on nous propose. Et puis voilà, il y a tout un tas de palettes de couleurs, de gens qui sont, quand on se voit tous là, qui pensent des choses réelles, d'autres qui pensent que non, là je te suis pas là-dessus, je te suis là-dessus, mais pas là-dessus. Donc c'est très ouvert. L'idée, c'est juste de se dire, quelqu'un a quelque chose à nous dire, laissons-le parler. Laissons-le parler. Voilà. Mais vous êtes dans un groupe de gens qui pensaient pareil. Qu'est-ce que vous, globalement, tout à vous fait. pensez par rapport à la société actuelle? Alors, bon, on peut peut-être prendre la culture, ça me paraît être un bon vecteur, vous voyez, donc la culture au sens large qui permet, à mon avis, de mesurer un peu ce qu'est une société. Alors, moi, Non, mais pourquoi je vous pose cette question? Je vais vous dire. Parce ouais. que, en fait, même si des gens pensent que de plus en plus les pouvoirs publics s'arrogent des libertés, nous enlèvent, pardon, plutôt des libertés, eh bien, et qu'on trouve ça pas normal, même ceux qui se disent un peu transgressifs, un peu anards, si je puis dire, en fin de compte, ne sont pas tant, en tout cas en France, hein, ne sont pas tant que ça. Parce que le problème aussi de la France, c'est que il y a toujours, même vous allez au fin fond d'une forêt, je sais pas moi, des Landes, Sologne, ouais. ouais, voilà, ou de la Sologne, ce que vous Mmh. voulez, il y a l'État derrière, quoi. Ce qui n'est pas le Oui, cas, par oui. exemple, des Américains. Vous voyez, Ah oui. vous pouvez être un Amish et Ouais. vivre votre vie. Oui, bah, j'en parle d'ailleurs. Enfin, j'en parle. Voilà. J'évoque les Amish ou les Jaïns, le jaïnisme. Et voilà, vous pouvez ils être balayent ça. devant eux pour pas écraser les fourmis. Voilà, vous pouvez être ça et personne va venir vous emmerder. Par contre, en France, si voilà, je vous dis, voilà, vous voulez vivre au milieu des loups, parce que je sais pas, pour X ou Y raison, non. Vous avez l'État qui est là, Ouais, ouais. qui est bien présent, quoi. Et Bah, est-ce que les gens qui sont dans vos groupes, eux, ont malgré tout, même si visiblement, ils sont pas trop d'accord avec cette type de société, est-ce qu'ils sont quand même un peu attachés à l'État? Après, là, c'est une vision, c'est le jacobinisme, c'est la centralité de l'État, effectivement, depuis plusieurs siècles, hein, peut-être depuis la Révolution encore un peu plus, même avant la monarchie absolue, etc. Mais il y a toujours eu cette centralité de l'État qui fait que, à un moment donné, tout le monde doit penser de la même façon, on va faire des régions, tout le monde doit parler français, etc. Encore une fois, il y a des choses plutôt positives. Je pense que c'est comme ça qu'on peut faire nation, qu'on parle tous la même langue sur ce territoire, enfin en France. Que voilà, le problème c'est toujours ça, c'est quelle est la marge de liberté qui m'est octroyée si j'ai envie d'élever des chèvres, alors je prends un cliché, dans le Larzac, etc. Je pense que c'est encore possible, je sais pas, Ben non, c'est pas possible parce que vous pouvez élever des chèvres, mais il faut les faut déclarer, mettre c'est à oui, l'URSSAF. oui, bien sûr. Si Il voilà, faut les assurer, il faut les j'imagine, pucer, il faut les Oui, pucer, non, bien sûr, ça c'est il sûr. faut les vacciner, Oui. il faut ceci, cela. Enfin, Oui, vous voyez. l'élevage est possible, les conditions dans lesquelles je vais élever mes chèvres, ça c'est autre chose. Effectivement, Voilà. il y a une ingérence systématique de l'État. Et Ouais, vous-même, qui êtes prof, vous êtes dans la matrice même, parce que l'éducation nationale, c'est vraiment la pire de la matrice. Hein. Je suis désolé. Hein. Je pense que s'il y a quelque chose de l'État que je ne supporte pas, c'est l'éducation nationale. Je pense que c'est le pire du pire pour moi. Hein. Moi, je mène mon expérience. Moi, je suis toujours comme ça. Je mène mon expérience. Je suis un peu dans la sociologie concrète, où je me dis, parce que j'ai fait beaucoup de métiers différents. Et voilà, je mène mon expérience. Ça fait que 3 ans que je suis là-bas. Et je constate, je remarque, je me plais, si je me plais plus, et c'est vrai qu'il y a des choses, oui, j'imagine que lorsque vous rentrez en salle des profs, vous devez voir des choses que vous auriez écrit, quoi. Honnêtement, c'est pas le moment de parler de mon collège, mais c'est vrai que ça se passe relativement bien par rapport à ce que je peux entendre ailleurs. Mais c'est vrai qu'après, j'ai bien conscience du monde dans lequel je... Mais voilà, comme je vous dis, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans le passé, donc...
Bonjour à tous, merci pour cette émission. Ces avalanches de lois qui s'auto-annulent à peine dictées sont les mêmes stratégies mises en place dans les grandes sociétés où une nouvelle stratégie s'efface au profit d'une autre à peine mise en place. Méthode perturbante pour l'application du salarié et de son utilité dans l'entreprise. Il n'y a pas de constance, effectivement. C'est très compliqué d'avoir quelque chose de constant. Et ce qui fait, ce que je disais tout à l'heure, le moment présent est très compliqué à capter, puisqu'on est sans arrêt pris entre de la prospective future et à comparer avec le passé. Voilà, on est sans arrêt en train de se dire, c'était comme ça, et maintenant ça va être comme ça. Et là, concrètement, je fais comment? Donc c'est exactement oui, ce que décrit l'auditeur, c'est tout à fait ça. Et après, pour revenir sur le monde, de comment juger la société, c'est vrai que ce que je disais, la culture me paraît être un bon moyen, donc cinéma, musique, littérature. Quand on allume la radio, alors après, par tout temps, quand on allumait la radio, c'était une musique un peu mainstream, etc. Mais c'est vrai que là, on voit des choses quand même avec des voix auto-tunées, etc., qui sont vraiment dégueulasses. Alors mainstream, Ah, pardon. je rajoute. Alors mainstream, ça veut dire, allez, on va dire, dans les grands médias. Courants, les grands chemins, les médias de grands chemins. Ah oui, d'accord, il y a une charte en fait. Eh ben oui. Pardon. Okay. Et alors, auto-tuné, ça veut dire tous ces artistes qui se changent leur voix par ordinateur. Voilà, exactement. Et ils sont aujourd'hui, chers amis auditeurs, 99,9% à le faire. Je pourrais être moi-même un grand chanteur grâce à cette technique. Oui, parce qu'en fait, ça joue sur le spectre du son, ça joue sur les crêtes, etc. Et ça vous permet, dans tous les cas, d'avoir un rendu qui soit acceptable. Mais alors, du coup, ça crée forcément une formatation... Un format standard, un format qui est toujours le même pour tous les chanteurs. Et j'avoue que c'est assez pénible d'écouter ça, surtout quand on est un petit peu mélomane. Moi, j'aime beaucoup la musique, je voulais être disquaire à la base, et donc c'est très compliqué, donc j'écoute pas la radio, mais évidemment. Mais c'est vrai que, se dire que des jeunes... En fait, ce qu'il faut... Ce à quoi il faut penser, c'est assez simple. Est-ce que la musique impacte sur ce que je pense et sur mon comportement et sur ma façon d'être ? Oui. Évidemment que oui. Évidemment que oui. On pleure, on rit, on décharge de la haine quand on écoute de la musique. Donc ça veut dire que si la musique est objectivement mauvaise, parce que vraiment, je suis désolé, là, ça va peut-être paraître un petit peu réactionnaire, mais franchement, si la musique est mauvaise, je vais avoir forcément, ça va jouer sur mon cerveau et ça va me créer peut-être de mauvaises pensées, sans doute. Quant au cinéma, moi, j'y vais plus, puisque quand on voit les productions françaises, alors je sais qu'à la marge, il doit exister des super trucs. J'en suis convaincu. D'ailleurs, même en musique, moi, je découvre des choses qui sont très, très bonnes, mais qui ne sont pas diffusées dans les médias de grand chemin. Donc, ça veut dire qu'en fait, la majorité des personnes écoutent effectivement de la musique qui est objectivement mauvaise, des films qui racontent à peu près tout le temps la même chose. Et puis après, quant à la littérature, je sais pas, il me semble que récemment, il y a quelques années, on a inventé le terme de feel good. Je suis désolé. Oui, le fameux feel good, oui, la littérature qui fait du bien. La littérature qui fait du bien. Là, j'ai pas, là, ça fait du bien, mais je suis obligé de citer le feel good parce que quand même, pendant qu'il est trop tard, Michael Offray aux éditions Hugo Stern, ça c'est de la bonne littérature. Il faut en revenir aussi à cette littérature. Mais vous savez. Ça va être compliqué d'aller dorénavant au cinéma à 25 € la place au Paramount Opera. Faut le faire, quoi. C'est un peu compliqué. Moi, je fais de belles économies, ça c'est sûr. Ça, oui. Et puis, regardez, avant nous avions des émissions de variété, mais aujourd'hui, je crois pas que des émissions de variété soient possibles au vu que sur les plateformes de téléchargement de streaming comme les Spotify, les Deezer, tant pis, streaming, je sais pas comment on le dit. Voilà. La porte va s'ouvrir. Voilà, 80% de la production, c'est du rap. Et Oui. Alors, pour avoir étudié, parce que j'ai fait un bac pro vente de disques, moi, à l'ITEM, au Mans, extraordinaire, c'était vraiment... Et donc, on étudiait tous les styles musicaux. Et encore une fois, dans le rap, il y a des très, très bonnes choses. Je pense à des groupes comme Tribe Called Quest, je suis désolé, c'est le nom en anglais, j'ai pas le choix. US3, US3, voilà, c'est l'occasion de citer. Tout le label Anticon, ANTICON, alors, c'est des années 90. C'est les années 90, faut se remettre, Et je pense encore une fois qu'il y a peut-être des bonnes choses, mais ce qu'on nous propose à voir, à écouter, si on fait pas les recherches nous-mêmes, alors c'est vrai que ça a un peu changé avec
les algorithmes de YouTube où on peut être mené, mais du coup, on est dans un tunnel, on tourne en boucle. Si on écoute du mauvais, il y aura du mauvais. Ça, c'est... Donc voilà, c'est pour revenir à ce que vous disiez, oui, c'est... Ce qui est drôle, alors on va revenir au livre. Ce qui est drôle entre Jeff et Alba, c'est que voilà, leur relation va se renforcer. C'est quand même rarement le cas dans la réalité. Hein. Et c'est pour ça que c'est positif. Ah oui, parce que moi je le vois dans la réalité. Oui. J'ai discuté avec des gens qui manifestaient. Dans la réalité, les gens sont souvent isolés de chez eux, de leur propre famille, de leurs proches. Ouais. Ils sont de leurs enfants, de leurs femmes, de leurs maris, etc. Hein. Ouais. Moi, enfin bon, après, c'est pas le titre personnel, mais moi, j'ai toujours voulu maintenir le contact avec mes proches en leur disant, voilà, en expliquant le choix, notamment face à la vaccination. Mais c'est pour ça que ce côté, tout à l'heure, ce qu'on disait, l'avenir de l'humanité, oui, certes, mais l'avenir de l'humanité, c'est un peu, je reprends le mot de Luc Montagnier, avec toute l'humanité. Vous voyez, faut pas couper les ponts. Il y en a qui ont fait des choix radicaux que je peux comprendre. Après, c'était peut-être aussi l'occasion de régler certains comptes. Vous voyez, quelqu'un qui s'entendait pas avec ses parents et puis qui, à un moment donné, s'est dit en plus, je suis pas vacciné, comme ça, je vous vois plus parce que vous, c'était peut-être l'occasion aussi de régler des comptes. Moi, non, j'ai toujours voulu maintenir le contact avec toutes les personnes. Il y en a qui n'ont pas compris et qui ont plus voulu me voir. Ouais, justement, ils sont très rares, quand justement, même. comment ça se passe chez vous? Quand vous leur parlez de cette France 2030, de l'agenda 2030, des Schwab, des Davos, etc., qu'est-ce que vos proches vous disent? C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de réactions, mais j'en veux pas. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Moi, j'estime que ce bouquin, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire, c'est quoi? Ah bah oui, c'est bien, oh là là, vers où on va, quoi. D'accord. Voilà, vers où on va, et tu crois vraiment que tout ça va se passer. Et je dis, je ne sais pas. Après, c'est à nous voilà. Mais ça les choque pas? Ils se disent pas, ouais, quand même, ouais, en effet, si je perds mon travail, je peux plus prendre ma bagnole, si, je sais pas moi. Tant qu'on n'en est pas là, ça va pas choquer. Parce que, en fait, c'est des plans, c'est de la prospective, donc ça ne choquera pas. Après, comme on dit certains, ça pètera le jour où les frigos seront vides. C'est Pierre Hillard qui dit ça, je crois, de mémoire. Ouais, je sais, mais moi j'ai l'impression, j'en ai parlé avec un agriculteur, là, notre ami Sébastien Béraud. J'ai l'impression que les frigos seront pas vides. En tout cas, ils ont prévu le plan pour que les frigos soient pas vides. Mais peu remplis. Voilà, c'est le fameux plan Mercosur. Oui. Qui ferait que vous auriez du très mauvais produit pas cher, et donc vous aurez toujours le ventre plein, parce que vous mangerez du brésilien, de l'argentin, du bolivien, etc., pour pas cher. Et puis de toute façon, comme en plus on a une nouvelle génération qui ne fait pas le différentiel entre le bon et le pas bon, pour elle, acheter un hamburger chez Big Mac... ça revient à prendre du homard. Ouais, alors le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils aient le référent, il faudrait qu'ils aient goûté du homard. Oui. Aussi, c'est vrai. Parce que c'est vrai que sinon, s'ils n'ont jamais goûté, ils ne peuvent pas savoir à quoi ça ressemble. Et là, c'est encore un autre problème. Après, moi, je ne souhaite pas le homard pour tout le monde. Ça doit rester un plat de luxe, mais qui doit être en même temps que tout le monde doit pouvoir goûter un jour ou l'autre. Bon, voilà, après, ça, c'est un autre débat. Mais, en tout cas, une entrecôte et un steak haché, on va dire. Aujourd'hui, ça devient compliqué. D'ailleurs, c'est un classique, mais la bourgeoisie, par le passé, était celle qui était plutôt replète. On avait des gens bien gras. Aujourd'hui, les bien gras, ce sont les pauvres. Et contrairement, la bourgeoisie, par opposition, elle est plutôt, comment dirais-je, svelte. Donc, oui, les choses changent. Et la crise des frigos vides, c'est-à-dire que oui, ça viendra sans doute pas comme ça du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'il y aura une forme de rationnement économique, mais qui sera même pas imposé, c'est-à-dire par le fait même, et on le voit déjà, le prix des denrées alimentaires a vraiment augmenté. Moi, je sais que j'essaye toujours de consommer dans une logique circuit court bio. Enfin, c'est compliqué quand même, quoi. Après, c'est pareil, c'est du quotidien. Ouais, on parlait de souveraineté. Reprendre sa souveraineté alimentaire, ça passe par là. Essayer le jeûne, par exemple, sur une journée, 2 jours, 3 jours. Essayer de faire en sorte de
Parce que c'est vrai que vraiment l'alimentation a un rôle extrêmement important. Parce que ça joue sur le corps, ça joue sur le physique, donc ça joue sur le réel. Et c'est vrai que moi, il se trouve que j'ai fait un jeûne et j'en suis sorti d'une semaine et j'en suis sorti avec quelque chose déjà d'extrêmement rassurant, c'est de me dire je ne peux ne pas manger pendant 7 jours. Vous voyez, c'est quelque chose de... C'est puissant quand vous savez que vous êtes capable de ça. Alors évidemment, attention, hein, je ne donne absolument... Enfin, c'est pas moi qui vais parler de ça, mais j'avais bien suivi le processus. Descente alimentaire sur 3 semaines. On enlève d'abord les excitants, on enlève la cigarette pour les fumeurs, etc. Après, on enlève plutôt les protéines. Après, on enlève les céréales. On ne garde que les légumes et puis on se lance dans son jeûne, etc. Voilà. Encore une fois, Fabien Moine fait un très bon travail là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que ce genre d'expérience... ça vous change, à mon avis, la perception du monde dans lequel vous vivez. Voilà, et c'est pas forcément sur 7 jours, mais un jour, 2 jours, 3 jours. Évidemment que la nourriture est excessivement importante, Mm. indépendamment du fait que on peut parfois en tomber malade, voilà. Mais je prends un exemple des bureaux. Souvent, les gens mangent très gras. Et lorsque l'on mange gras, eh bien, on dort. C'est pas grave, on dort devant un écran. Oui, mais lorsque vous dormez même devant un écran, c'est un moment où vous n'êtes pas actif. Bah oui, on en rejoint à la prise qu'on a sur le réel. Voilà. Ah oui. Et c'est parce que voilà, en fait, tout est fait pour que, en fait, les gens perdent de leur animalité et de leur agressivité. Oui. Lorsqu'ils sont dehors, parce que tout est fait pour, les isoler, les sédentariser et les rendre doux. Oui. Alors, je suis pas pour la sauvagerie dans les rues. Non, évidemment que Non, non. mais parce qu'une fois qu'on a dit ça, il faut tout de suite... voilà. Mais oui, je pense, et c'est parfois prouvé, que l'alimentation, de toute façon, joue sur les hormones, ça c'est sûr. Et l'alimentation qu'on a aujourd'hui, bah oui, c'est certainement qu'elle nous rend passifs, ça c'est certain. Moi, je sais que c'est pareil, c'est des choses, couper ses légumes, vous voyez, acheter le produit brut, frotter son radis noir, sa carotte, couper, tac, prendre une planche en bois, couper les choses en petits dés, etc. Si on a des enfants, c'est l'occasion aussi de leur apprendre. Ah, tu vois, le couteau, ça coupe, etc. Donc, vas-y doucement. Voilà. Il y a tout un tas de choses à faire. Et ça n'empêche pas, parallèlement, d'être dans des... Voilà, moi, je fais ça en écoutant des podcasts politiques. Ouais, ou pas, d'ailleurs, en écoutant de la musique. En faisant, voilà, mais je fais ça, mon oreille est portée sur quelque chose, et en même temps, j'agis sur mes légumes que je mangerais cru en salade ou que je ferais revenir à la poêle, etc. Mais j'ai agi sur le concret. Et voilà, ça va pas révolutionner le monde, mais c'est ça plus autre chose qui fait qu'à un moment donné, on a pris sur le réel aussi. Qu'est-ce Et que on dirait n'appelle pas Uber, quoi. Qu'est-ce que diraient nos grands-mères si elles étaient vivantes en 2025 ? Alors, ce qu'elle dirait, je ne sais pas. Je pense qu'elle dirait « Le monde a bien changé ». Et voilà. Elle aurait toute la même réaction. Après, voilà, je pas trop quoi dire. Faudrait de quand même plus les sur écouter ce un point. peu plus, j'imagine. Ouais, Moi, je pense, hein. Peut-être qu'elles nous parlent de là où elles sont. Oui, il faut, je pense, les écouter. Jadis, il y avait des bandits de grand chemin. Aujourd'hui, nous avons la presse de grand chemin. Oui, c'est un peu pareil. Hein. Ah oui, Grand Chemin, oui. Les médias Grand Chemin. Oui, C'est un peu la même chose. Hein. Oui. Que pense Monsieur Offray ? Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi les Hugo Offray. Alors, on a quand même... Alors, je crois que la dernière fois, c'était en CM2. Ouais. Bon, bref. Que pense Monsieur Offray de la totale impunité dont bénéficient les apprentis sorciers type Fauci, tiens, ou Monsieur Véran, Madame Buzyn, etc. Cependant que fulmine Rainer en Fulmich. prison. Ouais. Bah oui, c'est... Qu'est-ce que j'en pense ? J'en pense la même chose que l'auditeur. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable puisque on a des gens qui ont fait du mal concrètement et qui sont promus à des postes. Alors pour Buzyn, je sais qu'à une époque, elle était liée à l'OMS. Là, je sais plus. Hein, j'ai un peu abandonné tout ça, mais et puis Rainer Fulmich qui lui a été un lanceur d'alerte entre guillemets extrêmement actif et procédurier, mais dans le bon sens du terme. Qui se retrouve effectivement en prison en Allemagne, c'est hallucinant.
voyez, ce genre de choses, ouais, c'est... Et ça se passe en 2025, c'est pas 2030. Hein. Mais après, moi, je peux que constater, si vous voulez. Je pense que le roman, les pétitions étaient... ça aurait dû être France 2025 déjà. Non, mais non, parce que attention, il y a quand même des choses où on n'y est pas encore. Mais juste pour répondre à l'auditeur, c'est vrai que ce sont des constats. Voilà, moi, je peux pas agir là-dessus. Les pétitions ont été signées, les soutiens ont été signés, les vidéos ont été likées, ont été appréciées, aimées. Je ne peux rien faire. C'est une question rhétorique. Voilà, je peux que m'indigner. Oui, Vous avez un prochain roman peut-être en perspective, peut-être une suite à ce livre? Non, je ne veux pas faire de suite. Par contre, oui, j'ai des choses en perspective, notamment sur les processus d'effacement de mémoire qui existent déjà. Et j'ai été très inspiré par la vision... alors, bon, je l'avais déjà vu, ce film de Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. D'accord. Qui date de 2003-2004, qui est un film magnifique. Et donc, du coup, j'ai revu ce film et je me suis dit, waouh, l'effacement de mémoire, là, il y a quelque chose à creuser, quoi. C'est-à-dire, dans quel sens? En fait, c'est un couple qui a... Bon, alors là, attention, je dévoile le film. C'est pas grave. Mais il a 20 ans. C'est un couple qui s'est aimé et à un moment donné... Vous aimez bien les couples, hein? Bah oui, je suis traditionnel. Vous cherchez une femme, là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est simplement que en fait, ce qui est pas mal après je reviendrai sur le film, mais j'ai trouvé ça original que ils se confrontent politiquement. Vous voyez, ils se confrontent. Je trouve que parce que c'est un petit peu aussi ce que des gens ont vécu au sein du couple, ils n'étaient pas d'accord. Et donc, c'est un microcosme, le couple. C'est-à-dire que c'est un petit microcosme social dans lequel interagissent les personnes. Et puis voilà. Donc, je trouvais intéressant de passer par le couple. Et je n'ai pas lu ça ailleurs, d'après ce que... Bon, je n'ai pas tout lu, évidemment. Et donc, sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind, eh bien, du coup, la femme décide d'effacer de la mémoire le monsieur avec qui elle a une relation. Et donc, lui, il ne comprend pas. Parce qu'en fait, elle ne le reconnaît pas, etc. Et donc après, on a un scénario qui est extrêmement bien fait, qui a eu un Oscar, d'ailleurs, je crois, à rebours. On voit en fait leur évolution jusqu'à leur rencontre, jusqu'à leur début. Et voilà, c'est très très beau, puisqu'ils vont se rencontrer à nouveau, quoi. Donc c'est comme s'il y avait une notion de destin. Bref, pour revenir à mes écrits, je suis là-dessus et sur tous les procédés, pareil, qui sont déjà en cours d'expérimentation et qui existent déjà. Là, il faut avoir une veille technologique sur l'effacement de mémoire. Et puis sur les manipulations liées à ça. Donc on peut après MK Ultra, ce genre de choses. Justement, je vais poser la question. C'est-à-dire, c'est Institut Tavistock. C'est MK Ultra, quoi. C'est-à-dire non, c'est pas. Alors c'est MK Ultra libéralisé. D'accord. Et d'ailleurs, dans le film de Gondry, c'est très très bien fait puisque alors MK Ultra, c'est plus des procédés pour manipuler, pour faire en sorte avec des codes de permettre d'agir dans un certain sens, de manipuler mentalement. Il y a aussi la notion de mémoire, bien entendu. Là, en l'occurrence, sur Gondry, c'est vraiment l'effacement de mémoire complet. Donc, je sais pas, j'en suis encore à mon ébauche, je fais le plan, je brosse un petit peu les personnages, mais je pense que ça s'apportera là-dessus. Donc, Michael Offray, pendant qu'il est trop tard, aux éditions Hugo Stern. Comment on peut se procurer ce livre? Alors, il est disponible dans toutes les bonnes librairies près de chez vous. S'il ne l'est pas, vous pouvez le commander. Si vraiment vous n'arrivez pas à le trouver, il est à la Fnac ou partout. Et puis en dernier recours, évidemment, sur les plateformes de grand chemin. On peut dire que c'est une nouvelle? Ah non, c'est un court roman. Effectivement, parce que, c'est vrai que ça arrange d'avoir l'appellation roman, il fait 120 pages, 118 pages, donc c'est un court roman. C'est vrai que le style de la nouvelle, il y a des codes dans la nouvelle, là je suis plutôt sur le code du roman, même si, effectivement, alors il n'y a pas spécialement de chute, ça termine avec la façon dont ça se termine, mais voilà, c'est court roman, effectivement. Oui, il n'y a pas spécialement de grand espoir ou de grande défaite. Si, il y a le plus bel espoir qu'on puisse trouver, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, ils se réunissent ensemble. C'est un romantique, en fait. Oui, ça me paraît important, en fait. Je pense que le couple est une cellule de combat.
Je pense que le couple est vraiment une cellule dans laquelle on peut combattre parce qu'on est solidaire jusqu'à quand avec éventuellement les enfants, au contraire justement avec les enfants et c'est une cellule à mon avis à taille suffisamment humaine, voire même l'agrégation de couples, hein, pourquoi pas. À un moment donné, il parle de village où en fait on se retrouverait, des familles se retrouveraient, des petits villages, des hameaux de 20, 30 familles qui ont un mode de commun pensé. C'est la France un peu des années avant les années 50, quoi, avant les années de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire un retour à ce qu'on était. Un retour, mais en ayant eu conscience de ce qui s'est passé. Il faut tirer les leçons du passé. Donc après, ça veut dire transmission, génération, de tout ce qu'on a vu, de tout. C'est pour ça que le livre est important, et notamment l'édition papier, puisque après, qu'adviendra-t-il de tous les livres, ça évidemment, mais au moins on a un témoignage papier de ce qu'a été cette époque. Et c'est un peu ce que je veux, moi, transmettre. Michael Offray, pendant qu'il est trop tard, voilà, je le montre à la caméra pour YouTube, édition Hugo Stern. Donc voilà, allez-y, commandez-le, vous le lirez d'une traite, excessivement intéressant. Merci à vous, cher Michael. Peut-être des dédicaces bientôt Alors j'en ai fait pas mal. J'en ai plutôt fait au mois de décembre, novembre, et peut-être du côté de Paris. J'attends encore une réponse dans une librairie, mais pour l'instant, non, pas de date fixe. Et en même temps, le livre est de l'année dernière, d'avril. Hein, donc c'est vrai que déjà, je pas mal bourlingué avec lui, quoi. Procurez-le vous, voilà, Michael Offray, pendant qu'il est trop tard, édition Hugo Stern. Merci, cher Michael, merci à vous d'avoir été si nombreux. On se retrouve samedi prochain, même endroit, même heure. Allez, salut, bon week-end, ciao.